La seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe virent l'appauvrissement progressif d'une partie croissante de la population blanche. Selon M. Scherer, il y avait toujours eu des habitants pauvres, ne possédant qu'un ou deux esclaves ou même pas du tout, mais leur nombre était restreint. En 1735, on recensait 12 familles sans esclaves et 17 n'en possédant qu'un ou deux. Après 1750, l'appauvrissement de la population blanche se généralisa. Cet appauvrissement est dû en partie à l'expansion démographique causée par l'immigration et la natalité. Les terres non concédées diminuant, on réduisit la surface des nouvelles concessions. Par ailleurs, la coutume de Paris prescrivant le partage des héritages entre tous les enfants, les concessions d'origine étaient divisées à chaque dévolution, en lanières de plus en plus étroites, grimpant à l'assaut des montagnes et pratiquement inexploitables. Ces agriculteurs sans terre ne pouvaient, en raison de l'existence même du travail servile, trouver à s'employer chez des colons plus riches. Il leur était en effet impossible de travailler comme ouvriers agricoles auprès de gens non libres. L'artisanat n'offrait pas non plus de débouchés. En effet, les charpentiers, menuisiers, forgerons, etc., étaient des esclaves appartenant aux familles aisées et travaillant pour elles la journée, mais accomplissant le soir ou le dimanche des ouvrages pour les autres habitants. Il aurait donc fallu que les fils de familles pauvres fassent leur apprentissage auprès d'un artisan esclave, ce qui n'était pas socialement admis. Il faut également dire qu'ils n'auraient pu supporter la concurrence. À l'artisan esclave, ces travaux supplémentaires procuraient un salaire d'appoint et ne nécessitaient aucun investissement puisqu'ils utilisaient les ateliers et outils du maître. L'artisan libre devait s'installer à son compte et gagner suffisamment pour nourrir sa famille. Les petits blancs végétaient donc sur les terres et quand ils l'avaient vendu, ils se réfugiaient dans les hauts où ils survivaient de cueillettes, de pêche et de chasse, mais aussi de rapine sur les terres cultivées. En fait, ils menaient une vie analogue à celle des Noirs marrons. Dès 1780, on envisagea des solutions. Enrôlement dans l'armée, émigration vers les Seychelles ou Rodrigue. Sous l'Empire, on ouvrit des écoles d'apprentissage, qui n'eurent aucun succès. On se tourna alors vers la colonisation des cirques, mais les moyens de communication faisaient défaut. En 1783, Joseph Hubert se rendit dans la région de Saint-Joseph et découvrit que le climat humide serait propice à la culture des épices. Il proposa donc au baron de Souville la création d'un nouveau quartier où les pauvres blancs pourraient accéder à la propriété. L'année suivante, le gouverneur se rendit sur les lieux, érigea en quartier la partie du littoral allant du Grand Brûlé à la ravine Panon et en nomma commandant Joseph Hubert. Des chemins furent tracés et on commença à implanter des petits blancs de Saint-Benoît et Saint-André, auxquels le commandant distribuait gratuitement des plants d'épices. En fait, cette colonisation fut extrêmement pénible et elle ne réussit que grâce à l'admirable ténacité de Joseph Hubert, qui y consacra 30 années de sa vie. Concernant l'immigration européenne, d'après le dictionnaire généalogique des familles de l'île Bourbon, pendant la régie de la Compagnie des Indes, 364 chefs de famille seraient arrivés à Bourbon depuis 1715, contre 113 pendant les 49 premières années de colonisation. Il y avait certes des soldats et des employés de la compagnie, mais aussi bon nombre d'artisans. Par contre, personne ne semble avoir été agriculteur, ce qui est pour le moins curieux.